Ils ont ri quand je suis entré dans ce café, couverte de boue, les larmes coulant sur mon visage. Ma propre famille venait de me mettre dehors, comme si je ne valais rien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 72 heures plus tard, je réapparaîtrais dans leur vie comme l'épouse d'un milliardaire. Voici comment tout s'est passé. Si vous vous êtes déjà senti inutile, abandonné, ou comme si vous n'aviez votre place nulle part, cette histoire est pour vous. Appuyez sur « J'aime » si vous pensez que tout le monde mérite une seconde chance, et restez jusqu'au bout, parce que ce qui va suivre va vous surprendre. Je m'appelle Marion et, il y a 3 jours, je pensais que ma vie était finie. J'avais 24 ans, je faisais des doubles services dans une petite brasserie pour joindre les deux bouts, et je vivais chez la famille Dupont, qui m'avait recueilli quand j'avais 16 ans. Je croyais avoir trouvé ma place dans le monde. Je me trompais. Je n'étais pas né dans la famille Dupont. Mes vrais parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais enfant, et j'ai été placé de foyer en foyer jusqu'à ce qu'Hélène et François Dupont décident de me donner une chance. Ils avaient déjà une fille, Camille, qui avait 2 ans de moins que moi. Dès le premier jour, j'ai su que j'étais différente. J'étais l'étrangère, celle qu'on héberge par charité, la fille qui devait être reconnaissante pour chaque geste de bonté qu'on lui accordait. Et je l'étais. Je travaillais dur à l'école, j'aidais à la maison sans qu'on me le demande, et je ne me plaignais jamais quand Camille avait la plus grande chambre ou les plus beaux vêtements. Je me disais que c'était ça, une famille, et que j'avais de la chance. J'avais même un petit ami, Lucas, avec qui je sortais depuis 2 ans. Il était gentil, du moins je le croyais, et il me faisait penser que, peut-être, j'étais digne d'être aimé. Ce mardi-là avait commencé comme n'importe quel autre. Je travaillais le service du matin à la brasserie quand un client s'est mis à me crier dessus parce que ses œufs n'étaient pas assez cuits. Il m'a traité d'idiote, m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie. D'habitude, j'encaissais avec un sourire, mais quelque chose en moi a cédé. Je lui ai répondu que traiter les gens comme des moins que rien en disait bien plus sur lui que sur moi. Le gérant m'a renvoyé sur le champ. On ne peut pas avoir des serveuses qui répondent aux clients, a-t-il dit. En un instant, je n'avais plus de travail. Je suis rentré à pied sous la pluie, trempé jusqu'aux os, en me demandant comment j'allais expliquer ça au Dupont. J'avais déjà ma clé en main en approchant de la maison, mais quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée n'était pas verrouillée, ce qui était inhabituel en pleine semaine. J'entendais des voix à l'étage, et l'une d'elles ressemblait à celle de Lucas. Mon cœur s'est mis à battre très vite en montant l'escalier, espérant me tromper. Mais je ne me trompais pas. J'ai poussé la porte de la chambre de Camille, et ils étaient là. Lucas et Camille, enlacés dans ses draps roses, me regardant sans la moindre gêne, presque agacés que je les interrompe. « Marion » a dit Camille, sans même chercher à se couvrir. « Tu rentres tôt. » Je n'arrivais pas à parler. Je restais là, l'eau de pluie goûtant sur la moquette, fixant ces 2 personnes qui étaient censées se soucier de moi. Lucas s'est redressé en passant la main dans ses cheveux, comme si ce n'était qu'un désagrément mineur. « Écoute, Marion, ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes, a-t-il dit. Mais Camille et moi, ça fait un moment qu'on se voit. Depuis combien de temps? Ai-je murmuré. Camille a ri. Vraiment ri. 6 mois. Face à la réalité, Marion. Tu n'as rien de spécial. Lucas était avec toi par pitié. Moi, j'ai un avenir. Ma famille a des relations. Toi, tu n'es que celle qu'on héberge par charité dans notre maison. Ces mots m'ont frappé plus durement que tout ce que j'avais connu jusque-là. J'ai regardé Lucas, espérant qu'il me défende, qu'il lui dise qu'elle avait tort. Il a haussé les épaules. Désolé, Marion, mais elle a raison. Tu n'as pas grand-chose à offrir. Tu viens de perdre ton travail, tu n'as pas d'argent, et soyons honnêtes, tu ne vas pas très loin. Camille, elle, va entrer à l'université l'an prochain. Elle a du potentiel. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, mais l'image entière que j'avais de moi-même. Je me suis retourné et j'ai dévalé l'escalier, tombant presque sur Hélène et François, assis à la table de la cuisine avec leurs tasses de café et des expressions coupables. On a entendu du bruit, a dit Hélène sans me regarder. Peut-être qu'on devrait parler. Vous saviez, ai-je dit. Ce n'était pas une question. François s'est raclé la gorge. Nous pensons qu'il est temps que tu trouves ton propre logement, Marion. Tu as 24 ans maintenant,
et Camille a besoin de son espace. Elle prépare ses dossiers pour la fac, et ta présence la distrait. Distraire? Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai vécu ici 8 ans. C'est chez moi. Hélène m'a enfin regardé, le regard froid. Ça n'a jamais vraiment été chez toi. Nous t'avons accueilli quand personne d'autre ne voulait de toi. Ne sois pas ingrate. Nous aurions pu te renvoyer dans le système à tes 18 ans. La pièce s'est mise à tourner. Ceux que je considérais comme ma famille, que j'avais aimé et servi, me jetaient dehors comme si je ne comptais pas. Et le pire, c'est qu'ils semblaient penser me rendre service. Combien de temps ai-je demandé. 1 heure suffira pour faire tes valises, a répondu François. On ne veut pas que ça s'éternise. 1 heure. 8 ans de ma vie, réduit à 1 heure. Je suis monté à l'étage, suis passé devant la chambre de Camille d'où j'entendais encore rire, et j'ai rangé mes rares affaires dans la petite valise avec laquelle j'étais arrivé des années plus tôt. Mon compte d'épargne contenait 347 €, tout ce que j'avais réussi à mettre de côté en travaillant à la brasserie. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que j'avais. En quittant la maison pour la dernière fois, valise à la main, je voyais les voisins m'observer derrière leurs fenêtres. Certains avaient l'air curieux, d'autres mal à l'aise pour moi. Camille était à la fenêtre à l'étage, un sourire moqueur aux lèvres. Lucas, lui, était introuvable. Je suis allé jusqu'à la gare routière, faute de savoir où aller. Je me suis assise sur un siège en plastique dur, comptant mon argent encore et encore, essayant de comprendre comment j'allais survivre. Ces 347 € ne dureraient pas longtemps, surtout dans cette ville où les loyers étaient chers et le travail rare. J'ai appelé mon amie Lucie, mais je suis tombé sur sa messagerie. Elle devait être au travail, vivant sa vie normale, sans savoir que la mienne venait de s'effondrer. Au fil des heures, tandis que la gare se vidait, je me sentais plus seul que jamais. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que Camille, Lucas et les Dupont avaient raison sur moi. Peut-être que je n'étais rien de spécial, juste un poids que les gens supportaient par pitié. Peut-être que j'étais destiné à rester seul. À 2 heures du matin, je me suis retrouvé dans une brasserie ouverte toute la nuit, de l'autre côté de la ville. J'ai commandé un café que je n'avais pas vraiment les moyens de payer et je me suis assise au comptoir, essayant de réfléchir à la suite. L'endroit était presque vide, à part quelques routiers et un vieil homme assis à quelques places de moi. Il avait l'air mal en point, les mains légèrement tremblantes, fixant son assiette intacte. Il me rappelait mon grand-père, mort quand j'étais petite. Sans trop réfléchir, je me suis rapproché. « Ça va ?» ai-je demandé. Il m'a regardé d'un air confus. Je ne me sens pas bien. Tout tourne. J'ai reconnu les signes immédiatement. Mon grand-père était diabétique, et j'avais déjà vu ce genre de malaise. Quand avez-vous mangé quelque chose de sucré pour la dernière fois? Je ne sais plus. J'ai appelé la serveuse et commandé un jus d'orange, puis je l'ai aidé à le boire lentement. En quelques minutes, ses couleurs sont revenues et ses mains ont cessé de trembler. « Vous êtes un ange ?» m'a-t-il demandé, et j'ai failli pleurer. « Non », ai-je répondu, juste quelqu'un qui sait ce que ça fait d'avoir besoin d'aide. Il s'appelait Henri. Il était sorti marcher parce qu'il n'arrivait pas à dormir, s'était désorienté et avait fini dans cette brasserie. Il vivait avec son petit-fils. Je l'ai aidé à l'appeler, et nous avons attendu ensemble. Quand son petit-fils est entré, j'ai cru rêver. Il était grand, sans doute à la fin de la vingtaine, avec des yeux bienveillants et un costume coûteux, totalement décalé dans ce lieu modeste. Mais ce n'était pas son apparence qui m'a frappé, c'était la façon dont il regardait son grand-père, avec un amour et une inquiétude sincères. « Henri, tu m'as fait une peur terrible », a-t-il dit en le prenant dans ses bras. Je me suis réveillé et tu n'étais plus là. Cette jeune femme m'a aidé, a expliqué Henri en me désignant. Je pense que mon taux de sucre a chuté, et elle a su quoi faire. Il s'est tourné vers moi, et j'ai ressenti quelque chose d'inédit, comme si quelqu'un me voyait vraiment. Merci, a-t-il dit. Je m'appelle Guillaume, et je ne saurais dire à quel point je vous suis reconnaissant. Ce n'est rien, ai-je répondu. N'importe qui aurait fait la même chose. Il a esquissé un sourire triste. Vous seriez surprise de voir combien peu de gens s'arrêtent vraiment pour aider un inconnu. Guillaume a aidé Henri à se lever et s'apprêter à partir, puis il s'est retourné vers moi.
Je sais que ça peut sembler étrange, mais est-ce que je pourrais avoir votre numéro? J'aimerais vous remercier correctement pour ce que vous avez fait ce soir. J'ai hésité. C'était un homme manifestement accompli, issu d'un monde très éloigné du mien, qui voulait me remercier. Une part de moi voulait refuser, dire que je n'étais personne et qu'il ne me devait rien. Mais une autre part, celle qui venait de vivre la pire journée de sa vie, a décidé de tenter sa chance. Je m'appelle Marion, ai-je dit en lui donnant mon numéro. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans une chambre de motel bon marché avec un message de Guillaume me proposant de se retrouver pour un café. J'ai failli ne pas répondre. Que étais-je censé lui dire? Que j'étais sans logement, le cœur brisé, avec moins de 300 € en poche. Mais quelque chose dans son regard, la veille au soir, m'a donné envie de dire oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, et j'ai décidé d'être honnête avec lui. Je lui ai tout raconté, la perte de mon travail, la découverte de Lucas et Camille ensemble, le fait d'avoir été mise à la porte par la seule famille que j'ai jamais connue. Je m'attendais à ce qu'il trouve une excuse et s'en aille, mais au lieu de ça, il a écouté. Vraiment écouté. Je suis désolé, a-t-il dit quand j'ai terminé. Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout par ceux qui sont censés vous aimer. Puis il m'a raconté son histoire. Il m'a expliqué comment il avait créé son entreprise technologique à partir de rien, après la mort de ses parents dans un accident alors qu'il n'avait que 19 ans. Comment Henri, son grand-père, était la seule famille qui lui restait. Comment le succès et l'argent lui avaient tout apporté, sauf ce qu'il désirait le plus, une véritable connexion humaine. Tu sais combien de personnes je rencontre qui ne voient que des chiffres quand elles me regardent? M'a-t-il dit. Mais hier soir, toi, tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, et tu l'as aidé. Sans question, sans rien attendre en retour. C'est extrêmement rare. Nous avons parlé pendant des heures de rêve, de perte, de ce que signifie trouver sa place dans le monde. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui me comprenait vraiment. Pas le cas social, pas l'enfant placé reconnaissante, mais moi, Marion. Quand j'ai mentionné que je dormais dans un motel, l'expression de Guillaume est devenue inquiète. Cet endroit n'est pas sûr, a-t-il dit. Laisse-moi te prendre une chambre dans un grand hôtel du centre. Ce n'est pas de la charité, a-t-il ajouté en voyant que j'allais protester. J'ai envie de mieux te connaître, et je ne peux pas le faire si je m'inquiète pour ta sécurité. Ce soir-là, dans une belle chambre d'hôtel qui devait coûter plus que ce que je gagnais en un mois, je me suis regardé dans le miroir en me demandant si je rêvais. Cet homme, accompli, bienveillant et sincère, voulait passer du temps avec moi, non par pitié, mais parce qu'il appréciait réellement ma compagnie. Les 2 jours suivants ont ressemblé à un conte. Guillaume m'a fait découvrir des coins de la ville que je n'avais jamais vus, m'a emmené dans des musées et des parcs, m'a invité dans des restaurants devant lesquels je ne faisais que passer auparavant. Mais surtout, il me parlait comme si j'avais de l'importance. Il me demandait mes rêves, mes opinions, ce que je pensais de tout, de l'art aux affaires, de la vie elle-même. Le 2e soir, alors que nous marchions le long des quais au coucher du soleil, il s'est arrêté et m'a pris les mains. Marion, je sais que ça peut sembler fou, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es gentille sans rien attendre en retour. Tu es forte, même quand le monde essaie de te briser. Et tu continues de voir le bon chez les gens, même après avoir été blessé. J'ai passé toute ma vie d'adulte à bâtir une entreprise, à accumuler des réussites, et rien ne m'a rendu aussi heureux que ces 2 derniers jours avec toi. Je respirais à peine. Guillaume, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Il s'est agenouillé là, au bord de l'eau, et a sorti un petit écrin de velours. Je dis que je t'aime, Marion. Je dis que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je te demande si tu veux m'épouser. Je le regardais, cet homme incroyable à genoux devant moi. Pendant un instant, je n'ai pas trouvé de mots. 3 jours plus tôt, je me croyais sans valeur, rejeté, destiné à être seul. Et voilà que quelqu'un me voyait vraiment et voulait construire une vie avec moi. Oui, ai-je murmuré, puis plus fort. Oui, bien sûr, oui. Le lendemain matin, nous sommes allés à la mairie et nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, avec Henri comme témoin. Je portais une robe blanche que Guillaume m'avait achetée. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie belle. Pas à cause de la robe, ni du maquillage, ni de l'anneau à mon doigt, mais parce que quelqu'un m'aimait exactement tel que j'étais.
Aussi heureuse que je fusse, je savais que j'avais besoin de tourner la page. Je devais affronter ceux qui m'avaient rejeté, non par esprit de revanche, mais pour ma propre paix intérieure, pour leur montrer que je valais plus qu'ils ne l'avaient cru. Je veux retourner les voir, ai-je dit à Guillaume. Je veux qu'ils voient qui je suis vraiment. Il a compris immédiatement. Alors nous y retournerons, a-t-il dit. Ensemble. Cet après-midi-là, nous sommes allés dans le café où je retrouvais parfois Lucas, celui où la famille Dupont allait le dimanche. Je savais qu'il serait là. Camille avait publié une photo de son café avec Lucas, et Hélène y emmenait toujours François en milieu de semaine. Je portais une robe crème simple et élégante, et je me sentais plus sûr de moi que jamais. Pas à cause des vêtements ou de la voiture, mais parce que je connaissais enfin ma valeur. Quand nous sommes entrés, la réaction a été immédiate. Lucas a failli s'étouffer avec sa boisson. La bouche de Camille est restée ouverte. Hélène et François, assis à une table au fond, se sont figés. « Marion ?» a balbutié Camille. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Et à qui est cette voiture dehors ?» Guillaume m'a pris la main et a souri calmement. Sa présence inspirait naturellement le respect. « Mon Dieu !» a dit Hélène en le reconnaissant. « Vous êtes Guillaume Morel, l'entrepreneur dont on parle aux informations. » Marion, a murmuré Lucas, toujours abasourdi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je les ai regardés tous. Ceux qui m'avaient fait me sentir petite et inutile. Et je n'ai ressenti que de la compassion. « Je suis venu vous remercier, ai-je dit calmement. »« Nous remercier ?» a demandé François, déconcerté. « Oui. Vous m'avez montré exactement ce que je valais à vos yeux, et grâce à cela, j'ai découvert ce que je vaux réellement. » Je me suis tourné vers Lucas. « Tu m'as appris que je mérite quelqu'un qui voit ma valeur. » Puis vers Camille. « Tu m'as montré que la vraie beauté vient de la bienveillance. » Enfin vers Hélène et François. « Vous m'avez appris la différence entre une maison et un foyer. » J'ai posé les clés de leur maison sur la table. Je vous libère de toute obligation envers moi. J'ai trouvé ma vraie famille. Guillaume a serré ma main. « Nous devrions y aller, » a-t-il dit doucement. « Nous avons un voyage de noces à préparer. » En nous voyant partir, Hélène a appelé. « Marion, attends. Il y a eu un malentendu. » Je me suis retourné une dernière fois. Non. Une famille ne se rejette pas quand ça devient difficile. Vous m'avez donné un toit, et j'en suis reconnaissante. Mais vous ne m'avez jamais donné ce dont j'avais le plus besoin, le sentiment d'appartenir. Lucas s'est levé brusquement. Marion, j'ai fait une erreur. Je l'ai regardé, sans colère, sans tristesse. Je te souhaite, à toi et à Camille, d'être heureux. En quittant ce café main dans la main avec Guillaume, j'ai senti un poids immense disparaître de mes épaules. Je n'étais plus l'enfant abandonné. J'étais Marion Morel, épouse aimée, belle-fille chérie d'Henri, et surtout une femme qui connaissait enfin sa propre valeur. Ce soir-là, sur le balcon de notre suite, en parlant de notre avenir, j'ai compris une chose essentielle. Mon histoire n'était pas une histoire de revanche, mais une histoire d'amour de soi. 3 jours plus tôt, je croyais que ma vie était finie. En réalité, elle ne faisait que commencer. Parce que parfois, quand tout s'effondre, c'est simplement pour se remettre en place. Cette vidéo est une fiction inspirée de faits réels. Elle n'a pas pour but de porter un jugement, mais plutôt d'inviter à une réflexion sur la vie et nos relations avec autrui. Les personnages, les noms et les lieux sont fictifs et ont été modifiés afin de ne heurter la sensibilité de personne.